Bonsoir. Merci à tous d'être là pour ce nouveau rendez-vous de C8. Ça s'appelle Zéro Limite. Alors, l'idée, c'est de vous faire découvrir des gens pas comme les autres, des gens pour qui rien n'est impossible, et pas seulement dans le domaine de l'exploit physique, mais aussi dans celui du look, de la spiritualité, du frisson, du génie, de l'obsession, de la techno et du sexe. Alors, ces invités Zéro Limite, je les interviewerai en compagnie de mon invité fil rouge ce soir, Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, bonsoir. Bonsoir Thierry. Donc je vous ai invité dans la première de Zéro Limite parce que vous êtes carrément Zéro Limite. Vous êtes l'animateur le plus Zéro Limite de la télévision, non? Non, il y a Jean-Pierre Foucault. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Quel est le truc le plus Zéro Limite que vous ayez fait dans votre vie, Cyril? Alors j'avais un truc avant, moi, que je pouvais faire, maintenant je ne peux plus le faire, vu mon corps, c'est que je me mettais beaucoup tout nu. Ah oui. Je me rappelle, un jour, j'ai fait une chenille géante dans une pizzeria, voilà, en Paris. Et en fait, j'ai fini dans un camion de CRS. C'est vrai, ah ouais. Tout nu. Mais c'était sympa. Alors Cyril, vous réagirez aux différents témoignages avec grand plaisir de nos invités. Vous nous apporterez votre sagesse, en fait. Ma sagesse, il fallait prendre le père Fouras. Hein. Bon, c'est pas grave. Alors, et vous, Vincent Cespedes, vous êtes mon sniper philosophique. Rien n'est qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Alors, vous nous aiderez, Vincent, à transformer toutes ces expériences en conscience. Comme disait André Malraux, c'était mon sujet du bac, ça. Il y a des réminiscences, avec plaisir. Bah oui, c'est la seule. En fait, lui, il va sortir que des vannes, mais qui viennent de Nietzsche, en fait. Voilà, c'est ça. Et vous, Vincent, c'est quoi le truc le plus Zéro Limite que vous ayez fait dans votre vie? Et ben moi, ça a été l'écriture. Je me suis enfermé dans ma chambre pendant 2 ans, le cul sur la chaise à écrire, à ne plus dormir. Et j'ai mis 6 mois pour réapprendre à marcher tellement j'écrivais. Voilà. Ah ouais? C'était génial, le pied. Alors, moi, le truc le plus Zéro Limite que je pourrais faire maintenant, c'est ça. Et voilà, donc c'est Zéro Limite, voici le programme. Techno, Iron Man, ancien champion du monde de jet ski, cet inventeur de génie a réalisé le rêve d'Icare, il vole à 100 km/h. Spirit, Lion Man, il joue, il mange et il dort avec eux, c'est l'homme qui murmure à l'oreille des lions. Génie, le Mozart de la peinture, enfant prodige, il peint à la manière des plus grands impressionnistes, on l'appelle le Mini-Monet. Look, le fakir punk, ancien inspecteur des impôts, il a tout plaqué pour devenir avaleur de néon. Fear, la femme oiseau, star du wingsuit après le snowboard, elle aussi elle vole, mais avec des ailes. Mania, l'obsédé des grands crus, ce fils de facteur a amassé 40 000 bouteilles rarissimes dans sa cave. Sexe, les candolistes, son plaisir, c'est d'offrir sa femme à d'autres hommes. Généreux. Et voilà, pour tous, Sky is the limit. Et on commence avec notre invité techno. Francky Zapata, bonsoir. Bonsoir. Bravo, Francky. Alors, vous êtes un grand champion de jet ski, inventeur du flyboard. Alors, le flyboard, c'est cet engin qui s'envole grâce à 2 jets d'eau. Vous êtes passé à la vitesse supérieure en créant la première machine à voler. Vous êtes Iron Man. Il est là, il est avec nous. Magnéto Serge. Heaven, I'm in heaven.
And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I see when we're out together, dance cheek to cheek. Yes, heaven. Et voilà, Frankie Zapata, mesdames, messieurs, qui est mon invité techno ce soir. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread. Alors, Frankie Zapata, vous êtes né le 27 septembre 1978 à Marseille. Ça. Votre père travaille dans les travaux publics et le bâtiment, mère, femme au foyer. Petit, vous étiez un enfant turbulent, hein? Oui. Vous ne restiez pas en place. Non, impossible de rester sur une chaise. Pour moi, l'école, je pense, c'est la dernière fois où, pour moi, j'ai eu l'impression de travailler, quoi. Ouais. Alors, quand votre père vous achète une petite moto Piwi 80, à l'âge de 7 ans, on ne vous voit plus, passez votre temps dans les collines, vous êtes un baroudeur, quoi. C'est ça, hein, c'est ça. Ouais. C'est ma vie. Bon, les voisins n'étaient pas très contents, mais bon. Ouais. Alors, à l'époque, déjà, vous rêvez de voler, de devenir Iron Man. Durant toute cette jeunesse, vous bricolez des avions, des fusées qui ne volent pas, en fait. Ah non, ça volait pas, non. C'était un peu des morceaux de bois, des clous et du fil électrique. C'est ça. Mais... Vous faites tirer par une moto, mais vous n'arrivez pas à décoller. Enfin, c'est assez compliqué. À l'adolescence, vous découvrez que vous êtes réfractaire à la maçonnerie. Vous ne voulez pas du tout bosser avec votre père. Vous voulez voler, mais vous ne pouvez pas passer votre permis d'hélicoptère parce que vous êtes daltonien. C'est ça. Je suis de quelle couleur, là? Vert. Le vert sur les plateaux, ça porte malheur, hein, tu sais, Cyril, ça. Tu m'as reconnu, moi. Ouais, à peu près ça. Hein, c'est bon? C'est bon, c'est Laurent bon. Romeshko. Non, parce qu'il a... Et là, vous achetez un jet ski. C'est ça. Et c'est la révélation. Vous devenez rapidement champion de France. Vous trouvez des sponsors. Vous montez votre propre équipe. Alors, à l'époque, vous vivez dans un camion, au bord de l'étang de Berre, avec votre femme et votre chien. C'est ça. Tranquille. C'est ça, mais c'était la belle vie, quoi. Ouais. C'était extraordinaire. J'avais Une l'eau femme, devant. Une femme, un chien, c'est la belle vie. Oui, de toute façon. Une pipe aussi. Mais déjà sur un projet de vie, Ouais. quoi. Sur un projet. Alors, vous faites des courses, vous gagnez 7 titres de champion d'Europe, 3 couronnes mondiales plus tard, vous devenez constructeur de jet ski, voilà. Première époque, ça, hein, ça c'est la première étape. Mais en 2010, la success story s'arrête. Zapata Racing est au bord de la faillite, vous êtes au dos au mur, vous cherchez une idée, et là... Là, vous trouvez l'idée du flyboard. C'est ça, en fait, je cherchais, on était bloqués parce qu'on n'avait plus de possibilité de fabriquer nos jet skis à cause des moteurs qui passaient plus les normes. Et il fallait trouver quelque chose, un accessoire qui puisse nous permettre de continuer la société, qui n'avait pas besoin de moteur, quelque chose de fou, quelque chose un peu hors limite, quelque chose qui n'existait pas. Et puis, dos au mur, j'ai eu cette idée de... Incroyable. Bah oui, vous voulez améliorer le jet ski, il y a quand même 1 tonne de poussée, hein, donc il y a de la puissance. Et vous vous dites, on pourrait faire voler un humain. Vous achetez une planche chez Decathlon, 4 bouts de bois, 2 tubes d'aluminium, un tuyau de pompier, et en 2 mois, ça marche, quoi. C'est ça, bon, ça n'a pas été aussi simple, mais oui, en 2 mois, finalement, je suis arrivé à voler au-dessus d'eau. Incroyable. Vous venez d'inventer le flyboard, l'objet qui va faire votre fortune, Francky. Aujourd'hui, vous produisez 2000 flyboards par an. On regarde à quoi ça ressemble, Magnéto Serge. Cyril, vous avez déjà essayé le flyboard, non? Non, j'ai pas essayé le flyboard. Appelez Vincent Lagaffe. Ah ouais, c'est vrai que Vincent m'a proposé en plus. Il faut aller à Cavalère et faire un tour de flyboard. C'est notre ambassadeur, donc c'est voilà, c'est un pote. Hein. C'est un amour. Ouais. Alors, hauteur maximum 15 mètres, vitesse 25 km/h. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on plonge dans la mer
et on fait comme les dauphins. C'est ça, en On fait, plonge, on ressort, ouais. il suffit de bouger le dos. En fait, c'est extrêmement intuitif pour faire le dauphin. En fait, Ouais. c'est comme un peu de nager sous l'eau en ondulant. Puis après, Ouais. on peut voler, on peut Tout le monde peut plonger. faire le dauphin aujourd'hui. C'est ça. C'est un truc qui est donné à tout le monde. quoi. Tout le monde. Alors là, vous devenez un businessman star, mais une idée vous taraude encore l'esprit. Comment supprimer le tuyau? C'est ça. Vous n'arrêtez pas d'y penser, en fait. C'est ça. C'est une ouais. question que se pose ma femme tous les jours. Alors, fort de l'argent que vous a rapporté le flyboard, vous vous lancez dans la fabrication du flyboard Air. Première expérience, 2 doigts arrachés quand même. Hein. Ouais. Ouais. En fait, j'ai compris sur là que bon, c'est facile de. Enfin, la façon qu'on avait de développer nos produits rapidement, aller essayer de monter dessus, c'était pas trop compatible avec un engin réellement volant. Donc Ouais. on a fait un pas en arrière, on a commencé à y aller un peu plus doucement. Ouais. Et un jour, alors que vous êtes enfermé avec votre mécano pour travailler exclusivement sur le flyboard Air, vous avez l'idée, vous avez quand même vachement d'idées, hein. Vous avez l'idée, c'est vrai, d'utiliser des réacteurs de missiles. C'est ça, quand même. c'est ça. Il faut y penser quand même. Et 6 mois après, c'était au point, et lors du premier vol, évidemment, vous êtes fou de joie. Vous volez comme Iron Man, quoi. C'est ça. Alors en fait, le système utilise des capteurs qu'on a sous les pieds, hein, et en fait, on dirige avec son cerveau. On a quand même des capteurs en fait sur la machine elle-même qui permet de contrôler en fait le lacet, quoi, la rotation sur Ouais. elle-même. C'est assez compliqué pour le cerveau humain, donc on a assisté, mais uniquement sur ce point-là. Tout le reste, en fait, c'est le cerveau. On dirige le flyboard avec le cerveau. En fait, il suffit de se pencher en fait, par rapport à votre équilibre. Ouais. Et si vous sentez que vous partez en avant, ben, vous mettez un peu en arrière. D'accord. Tout part Mais du là, cerveau. Faut pas le prendre avec Nabila, quoi. Ah, voilà, faut éviter. Tout part du cerveau. Et juste les réacteurs de missiles, c'est à Decathlon aussi ou comment ça se trouve? Ah non, sur le marché? c'était un petit peu plus compliqué Ouais. à trouver. Donc il y a 5-6 fabricants dans le monde en fait. Ah ouais. Mais comment vous avez fait? Vous avez appelé des mecs? Ouais, allô? Dis-moi, je t'appelle. En fait, c'est pas du tout pour des missiles, moi. Je voudrais voler, C'est gars. ça, en Comment on fait. peut faire? On peut se voir? Non, mais les mecs, ils C'est sont ça, en occupés fait, pour un fou. au début, on n'a pas dit pourquoi c'était fait, parce que sinon, personne ne Ah, aurait bah, vendu. c'est ça, ouais. En fait, il est utilisé aussi pour les drones. Donc Alors, voilà, on a le kérosène, hein, Franck, il est dans un sac à dos. Hein. c'est comme un gros Ouais. camelback, en Je fait. croyais que c'était votre goûter, moi. Alors l'appareil pèse pas lourd, c'est 20 kilos. C'est ça. Ça peut monter à 3000 mètres d'altitude. Ah ouais. Et ça fait 150 km/h. C'est quand même un engin extraordinaire. En revanche, pour le moment, l'autonomie est de 10 minutes. C'est ça. Enfin C'est ça, bon. donc, On a la même autonomie. Ouais. c'est ça. Alors quand vous mettez une vidéo sur Internet, ça fait 70 millions de vues sur Facebook en quelques jours. Évidemment, les gens sont fascinés par ces images. Il y a des gens qui croient que c'est un canular. Ils croient qu'il y a des beaucoup, grues, des fils nylons. Quasiment tout le monde. On s'est Ouais. dit, ça serait cool si les gens pensent que c'est un canular, ça fera le buzz. Ouais. Mais après, le problème, c'est qu'il y avait 95% qui pensaient que c'était un canular. Ouais. Donc, ça posait un peu de problème au niveau de la com, mais. Alors pour faire taire les sceptiques, vous décidez de battre le record du monde de vol en overboard, qui était de 270 mètres. C'est un truc à hélice, un overboard. Vous faites 2252 mètres. Donc effectivement, on regarde à quoi ça ressemble. Magnéto, Serge. Bravo. On est très fiers parce que c'est un Français, Oui, c'est un monsieur. Français. Quand même. C'est un Français. Mais je peux le faire, ça, moi? C'est pas plus difficile que le flyboard. Il faut quand même être Et un par peu rapport au plus, vélo, c'est comment par rapport au vélo? Bah, c'est plus facile. Ok, parce que non, Un mais peu je plus crois que tu facile peux que le arriver dans une émission comme ça. Mais tu vas arriver dans Non, une franchement, émission tu veux comme pas ça. qu'on le Mais fasse? bien sûr. Il faut le temps, par contre. Il faut se former et tout ça, mais c'est pas quelque chose qu'on fait en 3 secondes, mais. Viens demain, 8h. Alors vous dites, c'est ce que tu peux rêver de mieux au monde en mieux. C'est ça. En fait, le seul problème qu'il y a avec le flyboarder, c'est qu'une fois que tu en as fait, il n'y a plus grand-chose qui a du goût, quoi. Le vélo, Ouais. la moto, le ski, tout ça, c'est un peu aseptique. Après. Mais vous le prenez pour acheter le pain, tout ça?
Disons que les voisins, pour l'instant, déjà, quand j'ai volé tout l'été devant chez moi, il y en a un paquet qui râlait. Ah ouais. Les gars, dès qu'ils voient un mec passer sur devant la fenêtre, ils disent, faut ça encore le voisin, t'inquiète, t'emmerdes pas. C'est ça. Continue à manger. Finis ton rôti. Alors c'est qu'un début, hein, Francky, parce que vous imaginez déjà voler à travers les nuages dans des motos volantes, des voitures volantes. Oui, en fait, ça fait quand même 4 ans qu'on travaille sur ce projet. Ouais. On a eu des difficultés pour trouver la poussée, pour équilibrer tout ça. Puis maintenant que c'est fait, c'est vrai qu'il y a des déclinaisons infinies. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Francky, quel est le truc le plus zéro limite que vous ayez fait dans votre vie? Le plus hors limite, je pense que c'est la première fois que j'ai mis mes pieds sur la machine. Au début, on a démarré à 200 mètres dans l'atelier pour voir si ça explosait pas. Je me disais quand même, il va falloir que je pète mes pieds dessus quand même, à un moment donné. Donc, donc le jour où j'ai mis les pieds, je pense que c'est le pire truc hors limite. Ah ouais, c'est le premier homme au monde à poser vos pieds là-dessus. Ça aurait pu exploser. Ah, Cyril, c'est extraordinaire, non? Mais il vous faut ça. Combien ça vaut un truc comme ça? Il n'y a pas de prix, aujourd'hui c'est un prototype, ça vaut des centaines de milliers d'euros. Mais... Tu peux me faire 50%, frère? Je suis pas bien. 70%, mais Cyril est capable d'arriver sur son plateau. Franchement, ouais. Ah bah ouais. Bon, il faut prendre du temps, hein. C'est pas quelque chose qu'on peut monter dessus et voler. J'ai l'impression que tu sens que j'en suis pas capable. Que tu me dises des choses. Hein. On va se parler clairement. Bon. Alors, avant Francky Zapata, c'est fou le mal que s'est donné l'être humain pour voler. Serge, on regarde toutes les tentatives. Voilà. Alors ça, c'était avant vous. En tout cas, ça fait plaisir de revoir des images de Gérard Louvain. Oui. Je me demandais où il était. Alors, Vincent, mon sniper philosophique, hein, Vincent Cespedes, qui va donner du sens à tout ça. Enfin, j'espère. Vincent, c'est le... Il vous a mis une pression là, Vincent. Pression, là. C'est le mythe d'Icare qui se réalise d'une certaine façon. C'est très émouvant de voir ces images-là. C'est le grand rêve de l'humanité, accéder à cette troisième dimension céleste. Donc, au-delà de ça, effectivement, la mythologie, bien avant les premières tentatives, avait ce mythe d'Icare. Alors, ce qu'on ne sait pas sur Icare, c'est qu'il se retrouve prisonnier dans le labyrinthe avec son père, Dédale, qui est l'ingénieur du roi Minos. Impossible de sortir, il n'y a que les airs. Et donc, un prototype est fait. C'est ça. Eh oui, un prototype est fait avec des plumes, parce que Dédale est ingénieux, il colle des plumes avec de la cire, il les met sur son fils et il lui donne cette limite. Il dit, tu vas t'envoler, tu dois faire attention au soleil. Icare n'écoute pas les conseils de son père. Pourquoi? C'est ce que vous mentionnez, Francky, parce qu'il est dans l'ivresse de l'envol. Et il est grisé par l'envol. Il ne peut plus s'arrêter et évidemment, ça va être sa fin. Donc, la question que j'ai envie de vous poser, quel est votre soleil? Quelle est votre tentation funeste? Quelle est votre limite dans l'illimité? En fait, disons qu'aujourd'hui, la machine elle peut voler partout. Elle peut voler sur la Terre, elle peut voler déjà à 3000 mètres. Donc c'est vrai qu'on a fait plus de 300 vols sans aucun problème. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que je monte dessus, j'ai envie d'accélérer et de monter exactement comme Icare. Et en fait, tout peut casser sur l'engin. Les réacteurs, les pièces, et on vole quand même en fait, parce qu'on en a 6. Peut-être pas le faire. Tu sais quoi, je vais rester au skateboard, moi, tombe bien. En tous les cas, Francky, merci d'avoir été le premier invité de Zéro Limite. Je crois que vous êtes vraiment zéro limite. Vous restez avec nous. Et on passe maintenant à mon invité Spirit. Baba. Ouais, c'est vrai, c'est pour moi, ça. Alors, Kevin Richardson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sud-africain, vous êtes zoologiste, et depuis 15 ans, vous vivez entouré de lions. Il fait de la télé.
Comme nous. Mais là, vous êtes zéro limite, c'est que vous jouez avec les lions, vous mangez avec les lions, et parfois, vous dormez avec les lions, comme nous. Ouais, bah, comme nous. Exactement pareil. Vous êtes l'homme qui murmure à l'oreille des lions. On regarde Magnéto, Serge. Mesdames, messieurs, qui est mon invité spirit ce soir. Alors, Kevin, vous êtes né le 8 octobre 1974 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Vous grandissez dans la banlieue blanche du nord de la ville, pas vraiment la savane. Vous n'êtes pas un enfant de la savane. Non, c'est assez étrange parce que quand je me retrouve dans le bush, eh ben, je me sens comme à la maison. J'ai pourtant grandi en ville, donc ça a beaucoup changé. J'avais besoin de la nature, les oiseaux, les insectes, tous les animaux. Alors, quand vous êtes petit, vous êtes extrêmement turbulent, un petit peu comme Frankie Zapata d'ailleurs. Vous passez votre enfance à collectionner les points de suture, jusqu'au jour où le médecin recommande à vos parents de vous acheter une machine à coudre, en fait. C'est vrai. C'est vrai, ce n'est pas inventé du tout. J'avais toujours des problèmes et j'ai toujours aimé le danger. Vous dites, il y a quelque chose de sauvage en moi. Oui. Quand je me rapproche du danger, je me sens vraiment vivant. Il y a cette relation. Si je peux me permettre, on peut économiser le traducteur, je peux le faire. Hein. Ouais, bah oui. How are you? Alors, vous n'êtes pas un enfant gâté, au contraire. Hein. Quand vous êtes petit, il n'y a pas trop d'argent à la maison. Vous êtes frustré, vous n'avez pas beaucoup de jouets, et vous vous réfugiez dans l'amour des animaux, les chats, les chiens, les perroquets, les poissons rouges, mais aussi les reptiles et les pigeons voyageurs. C'est-à-dire, vous passez des heures dans la volière avec les pigeons voyageurs, parfois vous dormez, c'est un petit peu votre refuge, parce que l'ambiance n'est pas très drôle dans la famille, parce que votre père boit beaucoup. C'était un peu mon sanctuaire, et j'aimais passer du temps seul là-bas. Ouais. Et avoir cette relation avec la nature. Alors, quand votre père meurt, vous avez une période agitée, vous êtes un petit peu comme ça, vous conduisez bourré, il faut dire les choses, quoi, ce qui est pas terrible. Mais, grâce au père d'une petite amie, vous vous inscrivez à la fac en zoologie et ensuite, vous entamez votre vie professionnelle avec un job de physiologiste dans une salle de sport. Et là... Et là, tout d'un coup, c'est la magie. Il décide d'envoter le snowboard. Et là, vous faites la rencontre qui va changer votre vie. Il s'appelle Rodney Furr. C'est un homme d'affaires sud-africain qui vient chez vous pour une rééducation du genou. Il est passionné par les lions. Vous devenez amis. Il rachète une réserve et vous allez visiter la réserve. Et on vous dit, attention, il ne faut pas regarder les lions dans les yeux. Il ne faut pas leur tourner le dos, il ne faut pas faire de mouvements brusques, il ne faut pas s'accroupir. Alors vous, évidemment, vous êtes terrorisé, vous caressez le... C'est comme une boîte échangiste, hein. Voilà. C'est les mêmes règles. C'est pareil. Exactement. C'est les mêmes règles. Exactement. Il faut caresser prudemment. Alors, les mêmes règles de sécurité. C'est pareil. Alors, vous y retournez dans cette réserve tous les jours et... Un mois après, vous entrez seul dans l'enclos, vous allez au contact des lions, et là, ce qui est extraordinaire avec Kevin, c'est que instinctivement, vous avez le bon comportement.
Oui, alors ce qu'on dit d'habitude, c'est qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire avec les lions parce qu'ils risquent de vous attaquer ou de vous manger. Quand ils grandissent, quand ils deviennent adultes, évidemment, le risque c'est qu'ils vous mangent. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Quand on les connaît très jeunes, eh bien c'est là que les relations se développent et je me suis rendu compte que les choses étaient très différentes. C'était un mythe en réalité. Là, vous intégrez l'équipe de la réserve. Très vite, vous abandonnez les règles strictes édictées lors de votre première visite. Et là, les lions commencent à vous monter dessus, ils vous griffent, ils vous mordent, mais très gentiment. Ils s'allongent à côté de vous. Enfin, ils sont tactiles, les lions, hein. Un peu comme toi, ils sont très tactiles. Oui, je sais, oui. Le lion est tactile. On m'appelle le lion dans le milieu du sexe. Non, mais vous les touchez, quoi. C'est physique. C'est comme ça qu'ils interagissent les uns avec les autres. Ce sont des animaux très forts, mais qui peuvent être très doux, très gentils également. Il ne faut pas avoir peur des lions, il faut les respecter. Alors voilà, votre relation avec les lions devient extrêmement profonde. Vous roulez dans l'herbe, vous mettez votre main dans leur gueule, ce qui est quand même extrêmement gonflé. Vous leur donnez de la viande à main nue. Vous grimpez sur leur dos comme un cheval. Enfin, vous êtes vraiment zéro limite, Kevin. Alors, encore plus zéro limite, Kevin, vous murmurez à l'oreille des hyènes. Ah ouais. Et pour devenir pote avec les hyènes, il faut accepter de se faire un petit peu mordre par les hyènes. Ouais. C'est ça. Les hyènes sont des animaux un peu imprévisibles, mais il y a surtout une grande hiérarchie dans la façon dont ils fonctionnent. Il faut comprendre leur système, il peut y avoir des changements. Donc la question, c'est pas de savoir si, mais quand on risque d'être mordu. Donc il faut se préparer, il faut y être prêt. Elles ont des mâchoires extrêmement puissantes, ces hyènes. Mais elles sont incroyables. Bon, on regarde. Magnéto, Serge. Come. Il est fantastique. À quoi ressemble le monde à l'envers, Banga? Ça, c'est la même hyène, le mâle dominant qui l'autre soir dévorait le cadavre. Il est vraiment adorable. Tu peux vraiment faire n'importe quoi avec cette hyène. Et ses dents coniques, ce sont celles-là qui peuvent causer des dégâts. Alors, quand on vous demande si vous avez un don, vous dites oui. J'ai le don de savoir jusqu'où il faut repousser ses limites. Alors, évidemment, on se pose la question du danger de tout ça. Un jour, pour célébrer le 8e anniversaire de votre neveu, toute la famille va dans la réserve et vous allez voir Tsavo, qui est le plus grand et le plus vieux lion du parc. Et vous ne tenez pas compte de sa réticence à venir vers vous. Et soudain, son corps se hérisse, il vous charge. Il se dresse sur ses pattes arrière et 2,50 m, il fait le lion. C'était pas Teddy Riner? Et alors, il prend la ceinture de Kevin avec une canine comme ça, et là, il pouvait vous tuer. Et heureusement, la ceinture se déchire. Mais c'était chaud là quand même, hein, Kevin? Je le visitais tous les jours, j'ai voulu m'approcher un peu. Le problème, c'est que ce jour-là, j'avais passé du temps avec d'autres lions. Et je me suis dit, tiens, on va aller voir le gros lion. C'est ce qu'on m'a dit. Je me suis dit, bon, très bien, allons-y. Mais je sentais que j'aurais peut-être pas dû y aller et j'aurais peut-être dû écouter mon 6e sens. Il voulait me dominer, me montrer que je n'étais pas le bienvenu dans son territoire. Il m'a dit que je n'étais pas invité, que je n'étais pas le bienvenu. Mais on peut en parler. Tsavo, il est comme ça. Je trouve que c'est quelqu'un qui n'a pas accepté le dialogue. Oui, mais il a son caractère. Tsavo, il a son caractère. Voilà, le dialogue n'a pas eu lieu. Alors, il y a un autre danger, mais cette fois, c'est pour les lions, c'est la chasse en boîte. Alors ça, c'est absolument incroyable. Chasse en boîte, ouais, c'est très La chasse en boîte, c'est j'en ai fait tout l'été. Pas du tout, oui, non, mais c'est... Je suis au bout du rouleau, là. Alors, les lions sont élevés en captivité pour être abattus par des touristes amateurs de trophées. Ah ouais. Alors, ça vaut 50 000 € pour
tuer un lion qui, en général, d'ailleurs, il faut bien le dire, drogué, parqué dans un enclos. On regarde à quoi ça ressemble, Serge. Je l'ai. Oh, t'as fait un bon tir, Tommy. Recharge. Donne-lui en une autre. Excellent. Super tir, je suis très heureux. Bon boulot! Un lion! 4 heures aujourd'hui à chasser ce lion. Et tu l'as fait. C'est du bon boulot. Il a le droit de faire ce qu'il fait. Il a le droit de chasser. C'est légal. Il est devant moi avec un chèque de 100 000 $. Qui suis-je pour lui dire ce qu'il devrait faire? Kevin, c'est votre combat, ça. Oui, tout à fait. Je vois ça, cette vidéo, et à chaque fois, ça me met en colère. Les gens ne comprennent pas les mécanismes qui permettent ce genre de chasse d'avoir lieu. On ne peut même pas appeler ça de la chasse, c'est une pseudo-chasse en réalité. Ce sont des touristes qui viennent en Afrique du Sud et qui d'abord caressent les petits lionceaux, et quand les lionceaux deviennent adultes, eh bien on les met dans ce genre d'enclos. Donc ils n'ont pas peur des humains. Et c'est pour ça qu'on appelle ça de la chasse en boîte, puisque c'est une chasse dans un enclos en quelque sorte. C'est injuste. C'est pas de la chasse. Ce n'est pas de la chasse. Alors, on est passé en 20 ans quand même de 350 000 lions en liberté en Afrique à 25 000. Donc voilà les résultats de ce genre d'opération. Aujourd'hui, votre renommée a traversé les frontières. Vous êtes devenu, Kevin, on peut le dire, une star mondiale. Ce qui vous a permis d'ouvrir votre propre réserve, la Kevin Richardson Wildlife Sanctuary, où vivent des lions, des hyènes, des panthères, des lynx. Et vous les aimez. Vous parlez d'un lion qui s'appelle Thor, qui a été frappé par la foudre. Et vous dites, c'était mon âme sœur, c'était comme un ami piégé dans le corps d'un lion. C'est beau. Alors ce lion, Tao, c'est étrange, mais il a été foudroyé. Et son nom, c'était justement le nom du dieu de la foudre, Thor. Alors votre femme dit que dès que vous êtes plus avec vos lions, vous devenez épouvantable, insupportable, exécrable, enfin chiant, quoi. C'est vrai, c'est ce qu'elle a dit. Ouais. Oui, elle était un tigre, donc de concurrence. Alors Kevin, quel est le truc le plus zéro limite que vous ayez fait dans votre vie? Je pense que c'est d'avoir épousé ma femme. Non. Parce que je l'ai dit, c'est une vraie tigresse. Alors Kevin, il y a un film en tournage chez vous en Afrique du Sud, ça s'appelle Mia et le lion blanc. Alors le pitch, c'est l'histoire d'une petite fille élevée avec un lion qui s'enfuit avec lui quand elle comprend justement que ce lion est destiné à la chasse. Alors c'est 3 ans de tournage avec différents lions évidemment. C'est réalisé par notre ami Gilles Demestre. On regarde à quoi ça ressemble. Serge. Cyril, la fosse lion, vous connaissez? Je travaille sur CD8 depuis 4 ans. Oui. Donc voilà, vous arrivez, Thierry, vous allez voir ce que c'est. Ouais. Ah oui, c'est... Vous allez faire connaissance avec vos petits camarades. Ouais. Tous les lions. Méfiez-vous d'un garçon, MD. Oh, putain. Michel Drucker, Mathieu Delormeau. Ah oui. Oui, ne lui tournez jamais le dos. Je m'en souviendrai. Alors, Vincent, Kevin dit que ce lion, Thor, était comme un ami dans le corps d'un animal. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire finalement que lui, c'est un lion dans le corps d'un humain? Oui, bah c'est magnifique parce qu'on voit qu'il y a un mélange d'identité
il humanise les lions, il doit réfléchir sur sa nature sauvage. Ça rappelle ce qu'un philosophe chinois raconte, Chuang Tzu. Il fait un rêve qu'il est un papillon. Et quand il se réveille, il se dit, ça se trouve, je suis un papillon qui est en train de rêver qu'il est Sancho. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'identité, elle est fluide. Et ce qu'on pourrait demander à Kevin, c'est est-ce qu'il a appris au contact des lions quelque chose sur la sauvagerie humaine? Je pense que ce dont je me souviendrai toujours, c'est que les lions m'ont appris l'humilité. Et ça, on l'apprend très vite au contact des lions. Il ne s'agit pas d'être bravache, dominant. Il faut être humble en présence des lions. Et je pense qu'on a tous besoin de recevoir de temps en temps une petite leçon d'humilité. Francky, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été le premier invité. Kevin, thank you for being with us. Thank you very much. Take care. Salut à tous les deux. Ciao, ciao. Voilà, vous êtes sur C8. L'émission s'appelle Zéro Limite. L'idée de Zéro Limite, c'est de vous faire découvrir des gens zéro limite dans tous les domaines. On reste dans le zéro limite, dans le double zéro même, avec mon invité Genius. C'est l'histoire de Mozart, mais en peinture. Il s'appelle Kyron Williamson. À l'âge de 6 ans, il se met à dessiner, au départ, comme tous les enfants de son âge, mais très vite, ses gribouillages deviennent des toiles de maître. 1 an plus tard, les collectionneurs du monde entier s'arrachent ses tableaux. On le surnomme le mini-Monet, tant ses paysages rappellent ceux de l'impressionnisme français. Aujourd'hui, Kyron Williamson fait partie du club très fermé des enfants devenus millionnaires avant l'âge de 10 ans. C'est très, très, très zéro limite. C'est à Trunch, dans le comté de Norfolk, que notre journaliste Alexandra Holzhammer a rencontré mon invité Genius de ce soir. On regarde Magnéto Serge. Un petit garçon de 13 ans qui joue au foot avec son papa, a priori rien d'étonnant, surtout au pays de la perfide Albion. Mon joueur préféré, c'est Andy Carroll. Il joue à West Ham. Sauf que Kyron n'a rien d'ordinaire. Dès l'âge de 6 ans, il peint comme un génie. Prolifique, à cette époque, il a déjà 33 tableaux à son actif. Des œuvres qui bouleversent le monde de l'art et font aussitôt le tour de la planète. Les médias du monde entier le nomment le mini-Monet. La campagne anglaise a un génie, il s'appelle Kyron Williamson. Nous sommes allés le rencontrer, direction le nord-est de l'Angleterre, à 200 km de Londres. Kyron vit ici, non loin de la mer, dans le paisible village de Trunch. Bonjour, enchanté, bienvenue dans notre maison. À peine passé la porte, le ton est donné. Tous les murs sont couverts de ses productions, mais aussi de celles d'artistes locaux comme Edouard Sigaud. Kyron n'aime pas beaucoup voir ses propres œuvres exposées à la maison, il préfère celles d'autres artistes. Mais quand même, nous en avons certaines, bien sûr. La maison familiale est entièrement dédiée à la passion de Kyron. Alors ici, nous sommes dans la chambre de Kyron. Et clairement, nous ne sommes pas dans la chambre d'un ado comme les autres. Je pense que ce serait plus normal pour un garçon adolescent d'avoir des posters sur ses murs. Et j'imagine que d'autres garçons auraient plutôt des footballeurs, des musiciens, des pop stars. Mais Kyron choisit d'avoir des artistes et des peintures. Il y a quand même quelques preuves que c'est une chambre de jeune garçon avec les ballons de foot ici, mais... Le don de son fils Michel le découvre lors de vacances à Cornouailles. Il n'a pas 6 ans et ses dessins, elle les conserve précieusement. Ce cahier a été un vrai tournant pour Kyron. C'était la première fois qu'il nous demandait de lui acheter du matériel pour faire ses propres dessins. Et il a commencé par dessiner les paysages de Cornouailles qui l'inspiraient. Un amour des paysages et surtout déjà une technique inhabituelle pour un enfant. Il avait dessiné des arbres, une barrière,
Et pour le ciel, il a choisi d'utiliser du rouge. Mais ce qui est important, c'est la représentation des bateaux, le fait que vous les voyez d'en haut. Il essayait déjà de comprendre les perspectives, et pour nous, c'était une vraie prouesse pour son âge. À l'âge de 5 ans, être capable de dessiner avec un tel talent, c'est du jamais vu. Il y a des scientifiques qui voudraient placer des électrodes sur sa tête pendant qu'il crée, pour voir s'il y a une différence d'activité cérébrale ou des impulsions pendant qu'il peint. Mais nous avons tout refusé, parce que pour nous, Chiron est comme il est. Nous ne ressentons pas du tout le besoin de chercher à comprendre pourquoi ou comment avec la science ou même l'alignement des planètes. Chiron, lui, ne se soucie pas de son thème astral. La peinture, pour lui, c'est d'abord quelque chose de naturel et qui l'amuse. Tu te souviens de ça? Ouais. Quel âge tu avais quand tu l'as dessiné? Je dirais 5 ans. Oui, 5 ans, je crois. C'est pas terrible, hein. Vraiment, c'est pas super. Ben, c'est pas mal pour un enfant de 5 ans. Depuis, Chiron consacre quasiment tout son temps à la peinture. Il réalise entre 2 et 3 tableaux par semaine. J'ai pas l'impression que c'est du travail, vraiment pas. C'est quelque chose que j'aime faire. Je me réveille, toujours inspiré, et je vais peindre dans mon atelier. Une passion qui a bouleversé la vie de toute la famille. Face au succès, tout le monde soutient le fiston, en l'accompagnant, mais sans jamais le forcer. C'est important pour nous d'essayer de vivre aussi normalement que possible. Nous n'avons pas la folie des grandeurs et nous ne voulons absolument pas vivre comme des stars. Depuis 2009, c'est la maman de Chiron qui gère les affaires de son fils. Son argent, il ne pourra en disposer qu'à sa majorité. De l'argent qui vient évidemment des ventes de tableaux du jeune prodige. Depuis 7 ans, Chiron a vendu des dizaines de tableaux, jusqu'à 44 000 € pour un paysage grand format. À l'aise donc, Chiron s'est offert de nombreuses œuvres. Cette montre suisse de grand luxe et cerise sur le gâteau, il a même acheté cette maison à ses parents. Pour le reste, la vie de Chiron reste très simple. Son plaisir, prendre son vélo accompagné de son père pour peindre ces paysages qu'il aime tant. Je suis inspiré par la lumière dans le paysage et par d'autres artistes également. Comme les impressionnistes, comme Monet, John Singer Sargent, qui m'inspirent énormément. Les artistes anglais aussi, comme George Clason et l'école de New Line, qui ont vraiment une grande influence dans ma façon de travailler et de capter la lumière. C'est cet amour de la lumière et des paysages de sa région qui pousse Chiron à se lever chaque matin à 6 h pour assouvir sa passion. Je préfère largement être dehors, au grand air, pour dessiner. Je ne peux pas rester trop longtemps à l'intérieur. Et pour peindre, il n'y a rien de mieux que d'être dehors. Oui, on est très très loin de l'ado classique. Non, je n'ai pas de petite amie, mais c'est pas très important. Pas de petite copine donc, mais une obsession, peindre. Et 45 minutes après avoir posé ses pinceaux sur la toile... Voilà, c'est fini. Après, je terminerai les dernières retouches dans mon studio, mais voilà à quoi ça ressemble. Ce tableau risque bien de finir chez un acheteur à l'autre bout de la planète, comme ces œuvres qui, en 2009, Chiron a alors 7 ans, se sont vendues en 14 minutes chrono pour un montant de plus de 16 000 €. Il ne devrait pas y avoir de limite et j'espère vraiment pouvoir peindre jusqu'à la fin de ma vie. Ce qui est sûr, c'est que le jeune prodige n'a pas fini de bouleverser le monde de l'art. Voilà, il s'appelle Kieron Williamson, c'est le Mozart de la peinture. Ah ouais. Je vais voir quand même ce que je peux faire avec les dessins de mon fils là. Ouais. On a encore 3-4 là, c'est pas mauvais ça. Bah oui. Il y a un business à faire avec il se fait du blé le gamin. Alors Vincent, est-ce qu'on pourrait parler peut-être de réincarnation? Est-ce qu'il est la réincarnation
de Monet? De Monet, réincarnation. Il faudrait qu'il ait encore des caractéristiques de Monet. On le connaît un peu, Monet. C'est d'abord un passionné de jardinage, de fleurs. Il adore la couleur. Il est surtout celui qui va faire des séries, des tableaux en série. Là, j'en ai pas vu beaucoup. Il a la cathédrale de Rouen. Il en fait plusieurs exemplaires et il voit l'évolution de la lumière. Donc, on n'a pas ça. On attend la touche personnelle. Elle va venir peut-être avec la maturité, mais c'est déjà assez spectaculaire. Alors, Zéro Limite continue après la pub avec Luke, le fakir punk, ancien inspecteur des impôts. Il a tout plaqué pour devenir avaleur de néon. Fear, la femme oiseau, star du wingsuit après le snowboard. Elle aussi, elle vole, mais avec des ailes. Mania, l'obsédé des grands crus, ce fils de facteur a amassé 40 000 bouteilles rarissimes dans sa cave. Sexe, les candolistes, son plaisir, c'est d'offrir sa femme à d'autres hommes. A tout de suite. Alors vous êtes sur C8, l'émission s'appelle Zéro Limite. L'idée de Zéro Limite, c'est de vous faire découvrir des gens zéro limite dans tous les domaines. Et on continue avec mon invité Luke. Juste, il y a Christina Cordula qui vient d'appeler, elle est décédée. Hannibal El Mourteau, bonsoir. Alors le plus incroyable de tout, c'est qu'il y a 15 ans, Hannibal était inspecteur des impôts. Inspecteur des impôts en Allemagne. Et puis un jour, il a tout plaqué, voilà. Aujourd'hui, vous êtes l'avaleur de sabre le plus fou de la planète. On vous appelle le parce qu'il avale des sabres en plus. Ah, c'était pas juste ça, le dos. Non, il y a un autre dossier, c'est-à-dire le gars, quand même. On l'appelle le fakir punk. Ah ouais, d'accord. On regarde Magnéto, Serge. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacies, family, wait and see, family. Pockets full, Danny, selling back. Alors, Hannibal El Mourteau, mesdames, messieurs, qui est mon invité, Luke, ce soir. Alors Hannibal, vous êtes né sous le nom de Helmut Kirchmeier, le 22 juillet 1971 à Munich, en Allemagne, père directeur commercial, mère enseignante. Alors votre enfance est identique à celle de n'importe quel petit Allemand des années 70, classe moyenne, banlieue chic de Munich. Vous aimez le cirque. À 14 ans, vous découvrez le mouvement punk venu d'Angleterre. Là, vous découvrez, vous êtes fasciné par tout ce qui pouvait être bizarre, inhabituel, étrange. Vous adoptez un look punk version germanique. On se souvient tous de Nina Hagen. Punk, mais bon élève et pas voyou. Hein. Vous êtes un garçon sérieux à cet âge-là. Ça, c'est vrai, oui. Un enfant modèle, mesdames, messieurs. Eine Kinder. Surprise un peu quand même. Hein. Ouais. Alors après des études de psychologie à l'université de Munich, vous devenez donc inspecteur des impôts pour l'administration fiscale allemande. C'est vrai. Et un jour... Il dort avec un lion. C'est la révélation. Vous assistez à un show du performeur américain Jim Rose, et là, vous découvrez les cracheurs de feu, les avaleurs de sabre, les mangeurs d'ampoules, enfin, des tas de gens super intéressants. Vous décidez aussitôt de devenir performeur. Vous assumez votre penchant pour les trucs bizarres, et vous commencez, en fait, à reproduire les numéros chez vous. Vous êtes chez vous, avec votre papa, votre maman, et vous mangez des ampoules, vous mangez des sabres et tout.
Sympa, ça. Oui, en fait, j'ai mangé cela pendant le repas du soir. C'est pas vraiment ce que j'ai fait. J'ai mangé ça en catimini dans ma chambre. Alors nous, on se fait choper avec des meufs. Lui, il y a sa mère. J'ai encore chopé Helmut en train de bouffer l'ampoule du salon, là, bordel. C'est bon. Il a encore bouffé la téloche. Alors, à partir de 15 ans, effectivement, vous allez complètement vous réinventer. 200 tatouages, des scarifications, des piercings. Et vous fendez la langue en deux. Faites voir. Ah, c'est assez excitant, moi, je trouve. Hein? En tous les cas, oui. Alors, Hannibal, vous avalez un peu tout et n'importe quoi. Pas tout à fait, quand même. Des tailles et des parapluies, des cintres, des néons. Hannibal est le seul au monde à avaler des néons. Il fait des déménagements parce que... Pour savoir. Il y a un truc encore plus dingue. Vous faites du carpooling. C'est-à-dire que vous tirez un véhicule avec des crochets plantés dans la peau de votre dos. C'est vrai, oui. Et vous avez un record du Guinness Book. Vous avez tiré un camion de 4 tonnes sur 100 mètres, mesdames et messieurs. Magnéto, Serge. Pratiche sforzo immane. Ecco, adesso la pelle sta resistendo allo sforzo, sembra spingere. Le scarpe sono state, la suola delle scarpe è stata coperta di magnesite. Vedete la moglie come dà indicazioni a destra. Sembra aver completato la prova completa. Complimenti. E noi torniamo tra poco con altri incredibili record, quello show dei record unici al mondo. Hannibal Elmoto, mesdames, messieurs, qui tire un camion de 4 tonnes sur 100 mètres avec la peau de son dos. Alors c'est votre femme, hein, Johanna, qui vous fixe les crochets dans le dos. Elle tire aussi les voitures, Johanna, ils font ça ensemble le soir. Mais là... faut monter une entreprise de dépannage. Oui, parfois, oui, ça vaut la peine. La spécialité, donc vraiment de dépannage également. La spécialité de Johanna, c'est de se suspendre par les cheveux. Johanna a un record du Guinness, 53,4 kg suspendue par ses cheveux. C'est la fille à qui on peut tirer les cheveux, Johanna. Il n'y a pas de problème. Alors arrête tes conneries, viens manger des ampoules, là. Alors là, on va faire un truc carrément zéro limite. Vous allez soulever une poutre métallique suspendue à vos narines, Hannibal. Je ne peux pas me déshabiller aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'est ce que je vais faire. Pour Hannibal, bravo. Alors évidemment, tout ça est extrêmement dangereux. Il y a 100 de personnes dans le monde qui savent faire ce que fait Hannibal. C'est un art ancestral qui est né en Inde il y a 4000 ans. Donc c'est pas un truc qui a été inventé avant-hier dans un supermarché. C'est pas de la magie. Hein. On va voir une radiographie. Ah ouais. Et là, on voit que la lame doit passer à côté de tous les organes vitaux. Ah ouais, le plus dur, c'est d'éviter les petits nerfs hein, qui sont au fond de la gorge. Et il ne faut pas avoir de contraction musculaire. Voilà, ah ouais, d'accord. Ça, c'est l'histoire. Sinon, ne le faites pas quand même hein, chez vous. Hein. Non, en aucun cas. Votre méthode, c'est l'auto-hypnose, en fait. Oui.
Ça se passe de la manière suivante. Lorsque je suis à la maison, je marche sur un objet, je me fais mal, mais c'est comme une piqûre chez le médecin. Lorsque je me prépare à ce qui va s'attendre, à ce moment-là, le corps se prépare en conséquence. Vous relâchez votre corps, vous concentrez votre esprit, vous oubliez le monde autour de vous. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'un jour, vous êtes resté bloqué sous hypnose. Ça se passe de la manière suivante. C'est comme un sommeil profond, on rêve, on est dans son petit monde, on est heureux. Et moi, je suis resté un peu plus longtemps que d'habitude dans mon hypnose. Voilà. Il y en a une, ça fait 3 ans qu'elle est hypnotisée. Je sais pas, tu connais Isabelle Morini-Bosque. Alors, ce système d'auto-hypnose n'a pas empêché un accident à Londres, une lame de 1,20 m, et vous aviez une petite infection au fond de la gorge, et votre œsophage s'est bloqué, et vous avez eu quand même la trachée perforée quand même. Hein, c'est quand même pas... N'essayez pas de faire ça chez vous, parce que franchement, c'est... Et une autre fois aussi, vous êtes déchiré l'œsophage en retirant un sabre néon. Hein. Oui, un tube en néon, oui, c'est ce que j'ai retiré. C'est tout ce qui te restait dans le frigo. Le gars, il n'y avait plus rien dans le frigo. Passe-moi un néon, je vais bouffer un néon. Ce soir, c'était vraiment le cas. Tu sais que c'est le seul à avaler des néons. Pourquoi Parce qu'il y a du mercure dans le néon, il y a du verre, il y a l'électricité aussi qui peut évidemment t'électrocuter. Le néon est un gaz nocif. Si le tube devait se déchirer, à ce moment-là, le gaz irait donc dans les poumons. Il y aurait des copeaux de verre qu'on aurait dans les poumons et il y aura donc un choc pour les organes vitaux. C'est très très compliqué. Alors quand on vous dit, Hannibal, pourquoi est-ce que vous vous infligez tout ça, vous dites, c'est ma vie, c'est mon métier. Ça me permet de faire des rencontres, de voir du monde. Ah bah ça c'est sûr. C'est sûr que ça rapproche. Et je dois dire, pour ce qui est du danger, c'est donc un danger calculé. Si on est un cuistot et qu'on travaille dans un restaurant, on se coupe et on a des problèmes de choses. Si on est donc quelqu'un qui travaille sur les chantiers, on peut tomber d'un échafaudage. Il n'y a aucun métier qui n'a pas un vrai danger également intrinsèque. Et ça fait 15 ans que je le fais, donc 200 shows par an. À ce moment-là, 2 accidents ne sont pas grand-chose, en fait. Ben voilà. Hannibal, quel est le truc le plus zéro limite que vous ayez fait dans votre vie? La personne, hein. Oui. Je me suis marié, en fait. Ah bah tout le monde, pareil. Ouais. Tous ces mecs-là, quand tu leur dis quel est le truc le plus fou que vous ayez fait, ils vous disent toujours c'est de m'être marié. C'est extraordinaire. Avant de se quitter, Hannibal, est-ce que vous voulez pas prendre un petit sabre, un petit dernier pour la route? On y va? Let's go! Pas de problème pour la route, oui. Hannibal, un petit néon. Mais dis-moi, il est passé chez Castorama. Attention. Fais gaffe quand même, mec. Hein. Ouais. Hannibal Elmorton. Setzen Sie auf, bitte. Setzen Sie auf. Alors Vincent, vous avez quand même développé des facultés extraordinaires qui rejoignent un peu les fakirs, c'est vrai, les fakirs d'antan. Fakir, ça vient de l'arabe qui veut dire pauvre parce qu'ils vivaient d'aumônes et ils avaient une discipline, c'était des ascètes, une discipline extrêmement stricte, mais avec un but spirituel. Il y a quand même une spiritualité, une ascèse, une méditation, etc. Quelle est votre spiritualité? Je ne peux pas croire que ça soit juste une coquetterie, ce que vous faites. Moi, personnellement,
Je le fais pour divertir les personnes, le public. Mais il faut arriver à un point où l'esprit veut vraiment surmonter le corps. Et c'est très difficile d'arriver à surmonter le réflexe du haut le cœur. Mais en fait, il faut avoir l'esprit comme quoi il faut toujours persévérer, continuer. Et ça, c'est en fait mon côté spirituel. Il faut toujours aller plus loin. En tous les cas, bravo. Alors, vous, Cyril Hanouna, vous êtes prêt à tout pour vous faire remarquer, mais là, quand même... Puis je ne mange pas de sable, ça n'est pas la... Ah, ben voilà. Merci. Cyril Hanouna, merci d'avoir été le parrain de Zéro Limite. On vous retrouve sur C8 du lundi au vendredi à 19h pour Touche pas à mon poste. Vous partez avec votre nouvelle amie, Hannibal. Alors l'émission s'appelle Zéro Limite. L'idée, c'est de vous faire découvrir des gens zéro limite dans tous les domaines. L'exploit physique, mais aussi le look, le frisson, la spiritualité, le génie, l'obsession, la techno et le sexe. Le sexe, ce qui explique la présence de Marianne James ce soir. Marianne James, bonsoir. Bonsoir. Alors, Marianne James. Alors, on est heureux de vous voir. Merci. Alors, vous êtes en tournée dans toute la France avec Miss Carpenter, mise en scène d'Éric Emmanuel Schmitt. Et Steve Suissa. Et ça, c'est la première chose. Ouais. La deuxième chose, c'est que vous sortez le 20 octobre un livre-disque intitulé Tous au lit. Alors ça, c'est génial, c'est pour... Et pour les petits, hein, ce n'est pas une proposition pour les grands, c'est pour les petits. Oui, sauf que c'est une façon d'endormir les enfants. C'est zéro limite, hein, Tous au lit. Voilà, Tous au lit. Ah ouais, c'est pas mal zéro limite. Si on faisait ça. C'est comment Et alors, vous allez faire un concours de peinture amateur, espèce de Starac de la peinture, avec des peintres amateurs pour trouver le futur mini-monnaie, comme celui qu'on avait tout à l'heure. Magnifique, première partie d'émission. Extraordinaire ce moment. Ouais. Alors ça sera sur France 2 en prime time en novembre. En novembre. Vous avez beaucoup de choses à faire. Ouais. Je comprends pas comment vous avez le temps de faire Zéro Limite en plus. Je suis assez fière d'être sur la première. C'est la première, vous êtes la marraine de l'émission. De l'ADN. Alors, peut-être, Marianne, parce que vous êtes très zéro limite vous-même. Alors, on continue avec mon invité Fir. Géraldine Fasnacht, bonsoir. Après être devenue une référence mondiale dans le snowboard, vous avez réalisé votre rêve d'enfant, devenir une femme oiseau. On regarde, Serge. Et voilà, Géraldine Fasnacht, mesdames, messieurs, qui est mon invitée, Fir, ce soir. Alors, Géraldine, vous êtes née le 18 juin 1980 à Lausanne, en Suisse, père directeur d'entreprise, mère directrice d'une école de langue, ce qui fait que vous parlez toutes les langues, vous parlez très très bien le français, l'allemand, etc. À l'âge de 8 ans, vous commencez à vous rêver en oiseau, un oiseau qui plane dans le ciel, et à l'école, vous passez votre temps en fait à regarder par la fenêtre, plutôt qu'à bosser, non? Oui. Oui, très dissipée, la petite Géraldine. À la maison, vous faites de l'escalade, vous montez sur tout ce qui bouge, et c'est là que le snowboard fait son apparition en France. Vous essayez, vous devenez dingue de ce sport,
vous dites que vous dessinez des lignes sur les montagnes qui vous inspirent. C'est vrai que c'est une liberté absolument extraordinaire. À 15 ans, vous participez à vos premières compétitions. Et bientôt, c'est vous la première dans les compétitions. Premier drame, la mort de votre petit frère de 8 ans fauché par un moniteur d'auto-école, ça ne s'invente pas. Plutôt que vous abattre, cela décuple votre appétit de vivre. Et après beaucoup d'efforts, vous atteignez votre Graal. C'est ce qu'on appelle la X-Treme de Verbier. Alors l'X-Treme de Verbier, c'est la plus grosse compétition au monde, la plus prestigieuse. Pour tous les freeriders, c'est vraiment le Graal. Ouais. Et le jour où on m'a proposé de participer à cette compétition, j'ai tout plaqué, j'ai tout quitté pour ça, parce que la face du Bec des Roses, c'est une montagne vraiment très raide. Le Bec des Roses. Mais à chaque fin d'hiver, vous êtes un petit peu dans la déprime, donc qu'est-ce que je vais faire jusqu'à l'hiver prochain? Et c'est comme ça que vous découvrez le base jump. Alors, le base jump, c'est sauter d'un point fixe en parachute ou en wingsuit. Alors, la wingsuit, c'est un artifice supplémentaire. En général, on commence vraiment à sauter depuis un avion. Puis, par la suite, on peut sauter depuis une falaise en wingsuit. Voilà. Alors, vous faites votre premier saut, donc, d'un pont. Vous êtes toute seule au bord de l'autoroute. Il y a des bagnoles qui passent à 100 à l'heure. Il faut avoir le courage de le faire, parce que là, personne vous aide, vous êtes complètement anonyme. Pourquoi un pont? Parce qu'il n'y a pas de falaise autour et si j'ai une orientation avec mon parachute, j'ai pas de risque d'impact. Et après, une fois que j'étais vraiment à l'aise, j'ai sauté ma première falaise et c'était le bonheur d'être à nouveau en montagne et c'est là où je suis bien. Alors, le wingsuit, c'est évidemment mieux que le parachute parce qu'on peut prolonger le saut, on peut dessiner des lignes dans le ciel, on devient un petit avion, quoi. Ouais, c'est ça. Et alors, la première fois, vous êtes tellement bien que vous oubliez de revenir dans la drop zone. Oui. Ils vous ont engueulé, les mecs de l'équipe, quand même. Oui, je comprends, ouais. J'aurais eu peur aussi, mais on m'avait tellement préparé à ce que la wingsuit allait être vraiment difficile à tenir en vol et la sortie d'avion, c'était vraiment compliqué. Et au moment où je suis sortie de l'avion, je me suis sentie voler tout de suite et je me suis sentie bien et à l'aise. Et de sentir son corps planer sur l'air, on a vraiment l'impression d'être un oiseau. Et j'ai complètement oublié de revenir jusqu'à l'aéroport. Et j'ai continué tout droit, tout droit, tout droit. Et je me suis dit, waouh, c'est trop génial. Alors, Zéro Limite continue après la pub avec Géraldine Fasnacht, la femme oiseau. Mania, l'obsédé des grands crus, ce fils de facteur a amassé 40 000 bouteilles rarissimes dans sa cave. Sexe, les candolistes. Son plaisir, c'est d'offrir sa femme à d'autres hommes. A tout de suite. Alors vous êtes sur C8, l'émission s'appelle Zéro Limite. L'idée de Zéro Limite, c'est de vous faire découvrir des gens zéro limite dans tous les domaines. Alors, Géraldine Fasnacht, après être devenue une référence mondiale dans le snowboard, vous avez réalisé votre rêve d'enfant, devenir une femme oiseau. Alors vous dites que chaque fois que vous faites du wingsuit, c'est comme un orgasme hyper puissant. Est-ce que c'est vrai? C'est le minimum. Est-ce que c'est vrai? C'est encore mieux. Ouais. On regarde à quoi ça ressemble, Serge.
l'aigle, là, qu'est-ce qu'il fait cet aigle? Alors, voilà, c'est mon copain. C'était en fait un vol que je rêvais de pouvoir faire un jour avec un aigle et on a tenté l'expérience. Et je me suis envolée du sommet du Brévent il n'y a pas très longtemps, aux côtés de Victor. C'était assez incroyable. C'est extraordinaire. Alors, vous dites en fait, quand vous parlez de wingsuit, vous dites c'est comme si ton bassin était posé sur une vague. Et alors, en bougeant une épaule, un pied, comme ça, on peut se diriger. C'est un sentiment énorme de puissance, quoi. C'est assez incroyable, parce que c'est vrai qu'on a de la peine à imaginer que l'air, c'est un élément. On est vraiment appuyé sur l'air. Quand on saute en base jump, les 3 premières secondes, le temps que l'aile se gonfle, on tombe, c'est vrai. Mais à partir du moment où on est vraiment appuyé sur l'air, dès qu'on fait un mouvement, tout bouge et on fait une trajectoire. Et vous êtes sûr, après, d'être appuyé sur l'air? On est vraiment sûr d'être appuyé sur l'air, oui. Tu commences par tomber, mais après... Alors finalement, c'est un A320, moi je suis un A380. J'ai plus de surface, théoriquement je devrais encore plus appuyer sur l'air, non? Enfin, il faut un grand costume. Voilà, mais c'est fait sur mesure. Et ouh là là, puis après, chacun peut voler. C'est un budget, jeune fille. Et là, très vite, Géraldine, vous vous lancez dans des expéditions en wingsuit. On regarde. Serge. Elle s'appelle Géraldine Pachnar. Elle est mon invitée ce soir, voilà. Mais là, malheureusement, le 30 décembre 2006, votre mari, Sébastien Gay, se tue sous vos yeux. Alors, ensemble, vous étiez comme des jumeaux. Il vous avait appris l'alpinisme, vous lui aviez appris le base jump. Vous retapiez une vieille grange dans un village, tous les deux. Et le lendemain du jour où vous avez fini le gros œuvre de cette maison, vous décidez d'aller faire du speedfly. Alors, c'est du ski plus parapente. Et là, c'est le drame. Vous avez attendu les secours pendant 1 heure avec Sébastien dans les bras. Mais en fait, au bout de 10 minutes, il était mort, quoi. Oui, il est mort tout de suite dans mes bras. Voilà. Ouais. Alors là, c'est le trou noir. Vous dites, je n'ai plus rien à faire sur cette terre. Et votre mère a été formidable. Elle vous sort de la dépression. Vous faites de l'épuisement physique pour vous en sortir. Hein. C'est-à-dire que vous escaladez des cascades de glace après avoir toute la journée fait des efforts physiques déjà. C'est clair qu'après un traumatisme pareil, on n'a plus forcément envie de vivre. Donc, on essaye d'évacuer cette haine d'une manière ou d'une autre. Et moi, c'était le sport. Et heureusement que j'ai eu la montagne et des amis très présents, une famille très présente. Ouais. Et alors, en 2008, vous vous blessez gravement. Vous mettez 1 an pour vous rééduquer à 100%. Et ensuite, vous gagnez pour la 3e fois le fameux Extrême de Verbier. Voilà. Donc là, quand même... c'est pas mal. Alors, après 6 ans de travail, vous vous élancez en wingsuit du Mont-Cervin, 4478 mètres. Ça, c'est zéro limite. Alors, vous dites, chaque seconde dans l'air, c'est une éternité. C'est euphorisant, c'est intense. C'est comme un shoot d'adrénaline. C'est vrai que les secondes ont
plus les mêmes valeurs. On a l'impression que c'est beaucoup plus intense, on a des perceptions complètement différentes et puis on sent vraiment l'air, on voit tout. Tout est... Ouais, le temps a une autre valeur. Alors, si vous aussi voulez voir ce que voit Géraldine et vivre ce qu'elle vit, il faut aller sur Dailymotion donc pour voir à 360 degrés. Donc là, on est vraiment dans le truc, on a l'impression d'être vous, ce qui est assez inquiétant. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see. Alors, votre rêve ultime, évidemment, ça serait de pouvoir remonter comme les oiseaux grâce aux ascendances thermiques. Est-ce que vous le testez, ça, déjà un peu? J'ai la chance, grâce à cette aile, justement, que j'ai amenée avec moi aujourd'hui, de voler dans les thermiques déjà et d'essayer de voir les différences de planer que j'ai. Et il y a une sacrée différence. Des fois, je passe de 3,5 de finesse à 13, 14 de finesse tout d'un coup quand je passe dans une bulle de thermique. Donc la finesse pour 1000 mètres de chute, je parcours 3500 mètres de distance. Pour 1 mètre, je fais 3,5 mètres. Et ça, c'est la finesse. Et avec celle-ci, ben, c'est la performance que j'ai. Il y a 10 ans en arrière, on avait 3 fois moins que ça. Ah oui, donc dans l'avenir, on peut imaginer que vous pourrez faire monter, descendre comme les oiseaux qu'on voit dans le ciel. Géraldine, quel est le truc le plus zéro limite que vous ayez fait dans votre vie? De tout plaquer pour ma passion. J'avais un travail que j'adorais à l'aéroport de Genève et j'avais un très bon salaire et j'adorais cette vie aussi. Et du jour au lendemain, j'ai tout plaqué pour partir vivre à la montagne et me donner la chance d'avoir le niveau de pouvoir rider le bec des Rosses et faire l'extrême de Verbier. Voilà. Alors, je voudrais maintenant qu'on rende hommage à Alexander Poli, 31 ans, star mondial du wingsuit qui s'est tué il y a 1 mois à Chamonix, ce qui fait quand même 5 morts cet été dans la région. On regarde Magnéto, Serge. Il est dans le ciel. C'est un extrêmement bon pilote, ouais. Et ça, c'est magnifique, là. Quand il passe à travers le truc, c'est ce qui l'a rendu mondialement célèbre, ça. Une seconde pour ce pauvre Alexander, c'est ça? Honnêtement, la part de risque fait partie de l'excitation aussi, quand même. Je pense dans la vie en général. Typiquement, on m'a proposé un taxi-moto aujourd'hui, j'ai dit non, voilà. Voilà, chacun son risque. Ça, c'est drôle. Parce qu'il faut vous conduisez la moto. Il faut conduire la moto. Marianne, c'est extraordinaire, non? Ah bah, je suis impressionnée, cette jeune femme à côté de nous, bah, elle a l'air toute douce, bien évidemment. C'est ça, hein, on dirait pas. Hein. Très calme, et tu dis, ok, d'abord, jamais en hélico, là-haut, directement aussi, à la des force fois. des bras. Souvent, ouais, plutôt à la force des bras. Au Groenland, c'est à la force des bras. Ouais. Déjà, il faut le faire, ça. Déjà monter, oui. Avant de descendre, oui. Et ouais, après, c'est le plaisir de descendre, ouais. Mais c'est vrai que de coupler l'alpinisme avec la wingsuit, c'est ça qui est magique. C'est une nouvelle discipline, en fait, qui apparaît dans les Alpes et qui est magique. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent parce que c'est vrai que d'arriver au sommet du Cervin et en 2 minutes voler jusqu'à Zermatt et se poser sur une terrasse, c'est quand même assez incroyable. Alors, monsieur Cespedes. En vous écoutant, on est dans du Sartre et je vous engage vraiment à le lire parce que Sartre, c'est le philosophe de la liberté. Et à plusieurs endroits, on est dans Sartre. D'abord, lorsque vous dites, voilà, le drame de la disparition de mon mari, j'ai le choix, soit je déprime, soit je me prends en main. Ça, c'est Sartre, tout craché. Pour Sartre, on est absolument libre d'interpréter ce qui nous arrive, y compris les drames, d'accorder de l'importance à des traumas ou au contraire de tourner la page. Sartre, c'est aussi celui qui dit « nous sommes ce que nous faisons de notre existence ». C'est votre calme, mais vraiment très, très impressionnant. Sur le plateau, il y a quelque chose de presque d'un art martial, d'une samouraï des cieux. C'est assez impressionnant. Et puis Sartre, c'est celui qui dit « être libre, c'est se jeter dans le monde ». Et alors, il ne précise pas si c'est en wingsuit ou en parachute, mais voilà. Merci Vincent.
Et on continue avec mon invité Mania. Michel Jacques Chasseuil, bonsoir. Fils de facteur, en quelques années, vous avez amassé un inestimable trésor. Votre cave rassemble 40 000 des plus grandes bouteilles de vin et d'alcool du monde. C'est trop. La collection est estimée à 50 millions d'euros. Oh. Ah non, c'est pas trop, alors c'est bien. Mais elle n'est pas à vendre. Ah non, non. Elle n'est pas à vendre. Vous êtes l'obsédé des grands crus. On regarde. Serge. Un siècle d'Yquem, de 1900 à nos jours. Et là, vous avez tous les Pétrus. La plus vieille, 1914. 2 bouteilles de chaque par millésime. 70 millésimes différents. Une bouteille comme ça, il y en a 5 ou 6 par an. Et par exemple, le dernier millésime 2005, ça vaut 50 000 euros. Et voilà, Michel Jacques Chasseuil, mesdames, messieurs, qui est mon invité Mania ce soir. Oh non, 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 c'est pas possible. Non, 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 ça c'est pas possible. Alors, Pétrus, Romanée Conti, Yquem, pour récupérer des vins d'exception, vous êtes prêts à repousser toutes les limites. Hein, pour vous, sky is the limit. Alors, on va reprendre les choses au commencement, si vous voulez bien. Vous êtes né le 5 décembre 1941 à la Chapelle-Bâton, dans les Deux-Sèvres. Père facteur et mère travaille à l'agence postale du Bled. Mais vous êtes collectionneur très jeune, parce que depuis l'âge de 10 ans, vous collectionnez les timbres, c'est normal, votre père est facteur. En même temps, c'est un peu naturel. Ensuite, vous collectionnez les minéraux, les oiseaux, et les vins, c'est à l'âge de 20 ans. Hein. Alors, votre intérêt pour le vin, en fait, vient de vos 2 grands-pères. Il y en a un qui était maquignon, et aussi embouteilleur de vin, et l'autre qui était tenancier du café du village. Donc, il y a quand même une prédestination à vous occuper du pinard. Alors, au fil des ans, vous prenez l'habitude de stocker des bouteilles, et vous commencez à imaginer à constituer une collection. En 1961, quand vous arrivez au service militaire, on se moque de vous. Vous n'étiez pas épais. Hein. Mais c'est pas grave. Vous aviez un caractère de winner et vous vous débrouillez pour finir capitaine de réserve. C'est quand même pas mal, non? Oui. Non, je dis ça parce que c'est grâce à ça que vous entrez chez Dassault. Et chez Dassault, vous profitez des frais de bouche quasi illimités autorisés par Dassault pour commencer à vous constituer votre cave. En 1980, vous avez déjà rassemblé un demi-siècle de Yquem, 40 ans de Pétrus et des Romanée Conti 1905, 1921, 1929. Donc déjà, ça, c'est des trucs... Les meilleurs millésimes. C'est des trésors, ça. Des vrais trésors. C'est bon, ça. Hein. Ouais. Est-ce que vous les buvez? J'en ai bu quand c'était à 30 € la bouteille. Maintenant, c'est 3 000 €. Je préfère aller en thalassothérapie. Eh bien, justement, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, quand Dassault distribuait des primes, évidemment, parce qu'il avait le billet facile, Marcel, hein, quand il distribuait des primes, tous vos copains partaient en thalasso au Maroc, et vous, justement, vous n'étiez pas comme maintenant. À l'époque, ben, qu'est-ce que vous faisiez? Vous investissiez cet argent dans l'achat de bouteilles. Parce que je savais que Pétrus, c'était le moment de profiter, que par la suite, ce serait limité aux assidus. Vous achetez 4 caisses de Pétrus de l'année, et aujourd'hui, la bouteille vaut 5 000 €. Ah, c'est intelligent, ça. Il y a même des Pétrus Magnum qui valent 25 000 € pour 1945-47. Oh là là là. Alors que ça valait 25 € à l'époque. Alors bientôt, les caisses s'empilent à la Chapelle-Bâton. Votre secret, c'est une phrase, en fait, de Marcel Dassault. « N'achète que ce qui est rare et qui ne se trouvera plus. » Voilà. Alors justement, cette bouteille-là, c'est quoi, là? Entre autres, j'ai profité de l'occasion de cette invitation pour aller récupérer une bouteille de cognac 1811. 1811? Pourquoi cette bouteille est historique? C'est de l'année de la comète de Halley. Roi de Rome, Napoléon. J'ai récupéré cette bouteille avec la signature de Napoléon. Et c'est pour un peu agrémenter, non pas seulement pour parler de collection, mais de patrimoine culturel, de l'histoire, des vins et spiritueux, des hommes qui les ont faits en fonction du temps, de la nature et des cépages. Mais quel goût ça a, ça? La grande question, c'est combien de temps vous avez il faut en rêver, il faut en rêver. C'est dingue de penser que jamais personne va la boire. Mais quand même, il faut l'ouvrir un jour. Est-ce qu'on a un tire-bouchon?
Ça fera pas beaucoup pour chacun, mais... Sacrilège! C'est une relique. Alors, votre collection est un véritable sacerdoce pour vous. Vos amis vous surnomment le moine. Ah bah oui. C'est vrai. Parce que je suis obligé d'économiser pour acheter à chaque fois chaque bouteille. Oui, c'est vrai, il n'a pas de thune en fait. Hein. Alors, vous êtes tout entier dévoué à votre objectif, et réunir tous les millésimes d'exception des plus grands vins de France et les meilleurs du monde. 40 000 bouteilles du meilleur du meilleur. Alors, pour avoir une bouteille, vous êtes prêt à tout. Hein. Vous dites, s'il faut aller 10 fois au domaine, j'y vais 10 fois. S'il faut supplier, je supplie. Dorénavant, comme ça n'est plus une question d'argent, par exemple, quand je suis allé à Screaming Eagle aux États-Unis, j'étais avec le directeur de Cisco Systems, un milliardaire. Je prends mes 3 bouteilles de Screaming Eagle et lui dit, moi j'en prends une caisse. Ouais. Mais on lui dit, mais monsieur, il n'y en a plus, mais monsieur, ça y a 3 bouteilles. Mais vous êtes sur la liste d'attente et vous allez voir, et sur l'ordinateur, il y avait 22 000 personnes sur la liste d'attente. Donc il est reparti avec son pognon. Voilà. Et moi, j'ai parti avec mes 3 bouteilles. Alors, attention, il y a une bouteille que vous n'avez jamais trouvée. C'est le Cotnari de Roumanie. Ah, comment il sait ça? Je sais tout, moi, vous savez. C'était quoi, alors, ce vin? C'était les 3 vins les plus prestigieux il y a 100 ans. Il y avait le Constantia de Napoléon, que Napoléon dégustait à Sainte-Hélène. C'était un vin du Cap. Ah. Il y avait les Essentia du Tokay de Hongrie, du prince de Hongrie. Et les Cotnari Grassa, qui étaient des vins liquoreux qu'on pouvait garder 100 ans. Ah ouais. Et ces vins-là, on n'en trouve pas parce que la Roumanie étant... Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Si vous avez chez vous une bouteille de Cotnari de Roumanie, franchement, de plus de 100 ans, ça nous fera plaisir. De plus de 100 ans, ouais. 25 €. Alors, votre trésor est caché dans un véritable sanctuaire à la chapelle Bâton, dans les Deux-Sèvres. Là, c'est la caverne d'Ali Baba, hein, chez vous. Il y a un siècle de Pétrus. Un cognac de 1840, enfin celui-là est 1811, qui avait appartenu à Alain Delon. Oui. C'est le cognac quand il a vendu sa cave il y a 2-3 ans. Voilà, il vous l'a vendu. Il y a une fine champagne de 1805, donc de la cave de l'empereur Napoléon Bonaparte, qui s'appelle Réserve d'Austerlitz. Il y a une Marie Brizard pailletée d'or qui était à bord du Titanic. Vous les récupérez comment, ça? C'est-à-dire qu'elle n'a pas séjourné à bord du bateau. C'est Louis Renault qui, au moment ce bateau prenne la mer, son copain lui dit, tu devrais venir avec nous, on va boire de l'or. Il dit, bon, ben ok. Il est allé voir la firme Marie Brizard. Est-ce qu'il vous en reste? Il restait 2 bouteilles. Et c'est les arrière-petits-fils de Louis Renault à Versailles en 1980, pour acheter une Porsche, qui ont vendu ces 2 bouteilles de Marie Brizard. Et comme moi, je m'intéressais à tout, j'ai dit, moi, je prends les 2 bouteilles. Et quand le film Titanic est sorti aux Champs-Élysées, la ferme Marie Brizard qui m'appelle, on vous l'achète 50 000 €. Enfin, c'est 50 000 francs, parce que c'est l'histoire du Titanic. Alors, dans sa cave, il y a aussi des vins de la cave du tsar Nicolas II. Vous avez racheté la cave de Claude François, de Maurice Chevalier, de Roger Hanin, de Coluche. Alors, quand on vous dit combien ça vaut, vous dites, bah, il y en a pour combien? C'est comme la Joconde, ça coûte combien? Ouais. À ce point-là. C'est de l'art, hein. Non, c'est de l'art, j'ai compris. 50 millions d'euros. C'est la traçabilité pour les générations futures de ce qui a existé pendant 3 siècles. J'ai prévu, avec notre gouvernement, de faire le Louvre du vin à l'hôtel de la Marine, mais je suis en pleine discussion. Ah, mais ça, c'est bien. C'est génial. Ah, le Louvre. Je ne sais pas s'ils vont comprendre. Voilà. Alors, évidemment, cette cave extraordinaire suscite des envies, hein. Vous avez été pris en otage en 2014 par des braqueurs qui voulaient absolument rentrer dans la cave. Des bunkers. Non, c'est vrai, ça? 11, avec les Kalachnikov. Contre vous? 11 contre vous? Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites comme une vieille personne comme moi à 11? Vous n'avez pas besoin de Kalachnikov. Et alors, en fait, ils voulaient lui faire avouer où était cachée la clé de la porte blindée. Alors, évidemment, ils vous ont menacé de vous couper des phalanges, hein, un peu comme le baron Pain, oui. Et en fait, la clé du coffre, elle est à la banque, donc ils pouvaient toujours la chercher. Et alors, comment ça s'est fini avec les voyous? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu peur? Non. Ah ouais, même je m'y attendais, j'étais préparé. Je me suis dit, un jour, ça va t'arriver. Vous avez ouvert. Et quand ils sont arrivés, ils disent, tiens, c'est aujourd'hui. Non, c'est génial. Vous êtes échappé comment? Aussitôt, je me suis rappelé dans les commissariats où on interroge les bandits et on passe à différentes personnes. Et au fond de chaque personne, je me suis dit, il y a un enfant d'une famille malheureuse, un enfant d'alcoolique qui a une humanité quelconque. Et j'ai dominé dans la discussion.
Et au lieu de me révolter ou d'être le vieux con, le machin et autres, dans cette discussion, j'ai gagné du temps. Et au bout de 2 heures, ils se sont dit, bon, on peut rien en tirer, on s'en va. Et voilà. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que vous menez une vie d'asset. Vous économisez votre argent pour acheter du vin, puisque vous ne le vendez pas. Évidemment, vous n'avez pas de source de revenus. Donc c'est très compliqué. Votre banquier n'est pas du tout content. Disons que quand je lui ai emprunté d'argent, il me dit, monsieur, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Mais bon, voilà. Alors, il y a un truc, une question évidemment qu'on se posait. C'est à partir de quel moment le vin n'est plus buvable et il devient une relique? Ça dépend d'une part de la notoriété. Si on parle de Petrus Ruben et Conti, déjà, c'est comme Picasso, c'est la notoriété. Ensuite, il y a les années exceptionnelles. Il n'en existe que 4 ou 5 par siècle. Ah ouais. Comme 1921, 61, 82, 90, 2000, 2005. Et ce qui fait l'aperfectionnement de ma collection, c'est que j'ai que ces années exceptionnelles. Car les années intermédiaires, elles sont plus très bonnes. C'est comme une personne. Il faut prendre les années exceptionnelles. On peut attendre 100, 150 ans pour les boire. Dites-moi, vous êtes pas mal démerdé pour un fils de facteur, non? Vous savez, on a l'atavisme paysan, on se débrouille bien. Hein. Ah oui, c'est ça. Ouais, vous avez un côté... Et il y a eu une opportunité qui fait que lorsque certaines personnes invitaient Van Gogh ou des peintres en 1900 au restaurant, ils lui donnaient une toile. Moi, j'ai eu la chance d'acheter des bouteilles rares qui valaient 20 euros, qui sont devenues 3 4 000 euros 50 ans après. Alors, quel est le truc le plus zéro limite que vous ayez fait dans votre vie? Ça a comme été de chercher la bouteille de Constantia, si rare, que Napoléon buvait à Sainte-Hélène. Ah ouais, ça je reconnais. Ouais. Et j'en ai trouvé 3 bouteilles, avec la signature Bonaparte. Alors Vincent, là on est vraiment en présence d'un cas de thésaurisation dans un but non lucratif, parce que en fait, la seule chose que veut notre ami, c'est une reconnaissance posthume, c'est rester dans l'histoire comme le créateur du Louvre du vin au musée de la Marine, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Génial. Vous dites, je suis fauché mais riche en expérience, je n'ai plus peur de mourir, ma collection me survivra. C'est extraordinaire. Là, on est vraiment dans la collection, dans la mania, mania du collectionneur. Mais le vin c'est aussi la culture, c'est aussi les arômes, c'est aussi tout un univers qui a formé les civilisations. On a à l'origine de la philosophie un buveur de vin, Socrate. Socrate faisait des banquets. Il était réputé comme étant le seul qui arrivait à tenir la route quand l'aube venait, quand tous ses amis étaient complètement torchés et complètement dans les rêves éthyliques. Et puis, dans le vin, on a aussi le grand poète perse Omar Khayyam. Et lui, il dit « Bois du vin, fais du bien, sois coquin ». Ah, bravo Vincent Cespedes. Je me sens devenir coquin. J'ai bu du vin, j'ai fait du bien, je me sens coquin. Alors, Géraldine et Michel Jacques, merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, je reçois mes invités sexe, Lisa et Vincent, couple condoliste, zéro limite. Ça continue après la pub. À tout de suite. Voilà, vous êtes dans Zéro Limite, l'émission qui vous fait découvrir des gens zéro limite dans tous les domaines. L'exploit physique, bien sûr, mais aussi le look, le génie, le frisson, l'argent, l'obsession, l'esprit et le sexe. Avec nous, une spécialiste du sexe, Marianne James. Et un grand pratiquant, Vincent Cespedes. Donc on passe maintenant à mes invités sexe. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and Winnie. Let's talk about sex. Alors, Lisa et Vincent, bonsoir. Lisa, vous êtes juriste. Vincent, vous êtes pharmacien. Vous êtes marié depuis plus de 15 ans. Vous avez 4 enfants et vous êtes candoliste. Alors, qu'est-ce que le candolisme ? C'est une pratique sexuelle étonnante dans laquelle la femme couche avec ses amants devant son mari qui y prend du plaisir, bien entendu. Lisa et Vincent, mesdames, messieurs, mes invités sexe ce soir.
Alors, Lisa, vous êtes née en 1973 à Rodez, dans l'Aveyron. Parents petits commerçants. Vincent, vous êtes né en 1970 à Albi, dans le Tarn, père médecin, mère pharmacienne. Vincent, vous découvrez le sexe vers l'âge de 13 ans, en 4e, touche pipi avec une copine, hein, un peu comme tout le monde finalement. Et puis, vous découvrez le magazine Union. Oui. Et là, vous voyez qu'il existe différentes formes de sexualité et que le sexe n'est pas seulement reproductif. C'est ça. C'est comme ça que Oui. ça s'est passé au départ. Alors, évidemment, à l'époque, il n'y a pas Internet. Dans les familles, on ne parle pas beaucoup de sexualité. Mais grâce à Union, vous commencez quand même à fantasmer un peu, on peut dire. Voilà. Lisa, vous découvrez le sexe avec le porno de Canal. Bravo, Canal. Donc, vous fantasmez beaucoup. Mais vos premières expériences sexuelles ne sont pas top. Vous le faites parce qu'il faut le faire, parce que vos copines le font. Mais enfin, c'est pas non plus fantastique. Voilà. Alors, Vincent, après le lycée, vous êtes très amoureux d'une fille, et cette fille vous trompe. Oui. Et là, la jalousie va vous faire très mal, mais au lieu de vous venger, vous avez une réaction, somme toute, très sage. Vous vous dites, je me promets de ne plus jamais revivre ça. Vous dites, Vincent, la jalousie est un cancer. Oui, un cancer émotionnel pour moi. Ouais. Parce que ça limite. On est dans zéro limite, et ça limite. Ça limite l'émotion, ça limite le partage, ça limite la complicité. Ouais. Et puis c'est très centré sur soi. Ça fait mal. Ça fait mal. Très mal. C'est douloureux. Alors voilà, Vincent, après l'armée, vous faites connaissance de votre première femme, donc qui n'est pas Lisa. En novembre 1991, vous découvrez dans VSD un article sur le milieu libertin. Et vous décidez d'aller tous les deux avec votre femme de l'époque, donc dans un club près de chez vous. Et sur place, vous découvrez, il faut dire la vérité, un monde qui vous fascine. Hein. Oui, différent. Différent de ce qu'on pouvait imaginer ou de ce qu'on vivait au quotidien. Un monde où les femmes prennent du plaisir, mais avec les hommes qu'elles choisissent. Contrairement au fantasme des gens sur ce genre d'endroit, il y a beaucoup de respect, plus que dans le métro, je dirais presque. Très, très respectueux. Oui, non, mais en plus, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé dans le métro. Va dans le métro, tu vas voir. Tu vas voir. Très, très respectueux, et la femme a une entière liberté. En fait, votre vie de couple, donc, avec cette femme, s'organise autour du libertinage. Le jeudi, c'est gangbang. C'est ça. Le vendredi, c'est trio. C'est ça. Le samedi, c'est pour les couples. Enfin, vous avez des semaines très occupées, des semaines qui se passent très très bien. Des fois, vous recevez les gens que vous rencontrez dans ces clubs à la maison. Enfin, tout se passe très très bien. Et vous partez sur ces bases avec cette femme, vous vous mariez, et c'est le patron du club en question, d'ailleurs, qui est votre témoin de mariage. Voilà. Alors, Lisa, vous, pendant ce temps-là, vous multipliez les aventures, les expériences, vous goûtez au trio. Hein. Un petit peu. Voilà, bon, avec 2 hommes, bon, voilà. Et vous, Vincent, après 7 ans de libertinage, votre mariage vole en éclats. C'est ça. Un jour, votre femme vous dit « Je n'ai plus envie de faire l'amour avec toi ». Oui. Voilà. On dirait une chanson. C'était, oui, une drôle de musique. Drôle de musique, effectivement. Mais oui, mais il a fallu assumer, hein, donc faire face. Alors là, vous réalisez à ce moment-là que l'échangisme est compliqué à vivre, en fait, parce qu'il y a beaucoup de paramètres, 4 personnes, il faut que les garçons s'entendent, que les filles s'entendent, enfin, c'est compliqué. C'est plus facile à 3, en fait, ça c'est sûr. Oui. Bon. Bah oui. Et là, vous vous rendez compte que voir votre femme, enfin celle de l'époque, prendre du plaisir avec un autre homme vous procure, à vous, du plaisir. Ben oui, le premier organe sexuel, pour moi, c'est la tête. Ouais. Et puis, il n'y a pas de limite dans la tête. Et ça permet aussi de s'approprier le plaisir de l'autre, de le partager, de construire des complicités. En fait, vous étiez à l'époque candoliste sans le savoir. Voilà. Sans le savoir. Vous êtes vraiment zéro limite, quand même. Alors, le terme candoliste, mon ami Cespedes pourrait vous l'expliquer mieux que moi, vient du roi Candole, qui régnait au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et ce roi Candole, il adorait voir sa femme se faire posséder par les soldats de son armée. Donc c'est pour ça qu'on continue aujourd'hui à appeler ça candolisme. Voilà. Ça vous donne des idées, hein? La tribune ouest se réchauffe, là. Là-bas, ils sont un peu plus chaud ce soir à la maison. Je m'excuse, Vincent, mais... Alors, Vincent,
peu après votre séparation de cette femme, vous rencontrez Lisa. Vous êtes connu comment? En fait, elle est venue visiter mon appartement. Ah ouais? Voilà, et je lui ai laissé mon appartement, mais je gardais l'adresse, son adresse. Ah ben c'est bon comme voilà. Alors, il y a deux types de candolistes, il faut dire. Il y a le candoliste qui est humilié, qui est soumis, qu'on appelle le cuckold. Et il y a aussi le candoliste qui pratique, au même titre que l'invité, qu'on appelle le stag. Alors, est-ce que vous êtes un cuckold ou un stag? Je dirais plus stag. Moi, je dirais candoliste tout court. Parce que cuckold, il y a une notion d'humiliation, de SM, il y a cette connotation qui peut paraître pour certains péjorative, mais après, au fur et à mesure des expériences, on se découvre. Puis les limites, puisqu'on est dans zéro limite, on les connaît pas, on les découvre. Alors, vous, Lisa, à l'époque, vous n'imaginiez pas la vie de votre compagnon. Vous étiez naïve quand même. Hein? Oui, absolument pas. On était amis et j'étais loin d'imaginer. Vous saviez pas ça? Pas du tout. Et un jour, évidemment, Vincent vous propose de sortir dans un club libertin. Et là, c'est pas la révélation hein, pour vous. Disons que j'étais à l'aise, mais ça n'a pas été une révélation. Non, non. Alors les mois suivants, ça s'arrange pas. Vous adhérez pas au truc. Vous dites, imaginez mon homme en train de pénétrer une autre femme, ça me rend dingue. Ah oui, oui, oui. Donc c'est impossible. Voilà. Oui, j'étais particulièrement jalouse et voilà, obsessive. vous étiez encore jalouse, évidemment. Alors, vous prenez son manque de jalousie à lui pour un manque d'amour envers vous, en fait. Hein. C'est ça, au départ? Oui, puisque moi, à l'inverse, je pouvais pas comprendre ce concept, en fait. Et puis, un jour, vous découvrez donc le candolisme tous les deux. Lisa, donc, vous dansez avec un homme dans un club. Et ce soir-là, vous vous sentez entièrement en connexion avec Vincent, malgré la présence de cet autre homme. Mais disons que la présence de cet homme a justement donné encore plus d'intensité à notre connexion. Et voilà. Et voilà. Vous, pas de jalousie? Non, du plaisir, il y a du bonheur, il y a plus que du sexe. Surtout, vous avez une sensation de contrôle inouïe. Parce qu'en fait, vous pouvez arrêter le truc quand vous voulez. Donc c'est... Oui, c'est une règle. C'est pas comme... Ah, c'est une règle. Non, il y a une règle, c'est pas de souffrance. Donc si on sent que l'ego... Si je sens que je souffre, il faut que je sois à l'écoute. Je refoule pas, j'accueille la souffrance. Mais Lisa est là pour veiller au grain, parce qu'on se connaît bien. Alors Lisa, au début, vous comprenez pas. Et puis finalement, ça vous plaît. Faut dire les choses, vous découvrez de nouvelles sensations. Ça me plaît. Ouais, non, mais c'est vrai, vous découvrez de nouvelles sensations, de nouveaux plaisirs. Bon, voilà. Au départ, vous pratiquez tous les deux le candolisme en club. Et puis bientôt, vous partez dans des scénarios. Hein. Alors par exemple, Lisa fait l'amour avec un homme, pas chez vous, mais elle a laissé son téléphone branché sur la table de nuit et vous écoutez, quoi. Oui, on peut jouer avec tous les sens. Aujourd'hui, on a plein d'outils. On peut jouer avec l'audition, avec la vue. On peut bander les yeux aussi. Enfin, il y a plein de choses à faire. Oui, oui. Mais disons que quand je suis en contact avec un amant, c'est via des sites souvent. Et c'est vrai que c'est dans l'échange que le fantasme peut se mettre en place. Et en fonction des affinités, on met en place un scénario. Alors, pour vous, vous dites, Lisa, le plus important chez un amant, c'est sa singularité, en fait. Hein. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un mec, une fois, qui vient chez vous avec une guitare. Vous dites qu'il n'est pas très top pour le sexe. Mais par contre, il est resté 3 jours à la maison parce qu'il était sympa. En fait, l'amitié a pris le dessus et il est resté dormir une nuit, 2 nuits. Et puis finalement, il a fait de la guitare. Les enfants étaient là. Enfin, c'était très amical, en fin de compte. Il y a le clown aussi. Oui, en fait. Il y a un clown qui vient. Il y a un clown qui vient pour faire un spectacle. C'était pas un clown avec un nez rouge et une perruque, non. C'était un artiste de rue, un bel homme, voilà, de 28 ans. Voilà, il vient et puis finalement il fait le spectacle pour les enfants. Ouais. Après vous dormez tous les 3, enfin vous dormez pas vraiment. Alors les enfants sont quand même, pour la précision, à l'autre bout de l'opposé de la maison. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune notion de... Ils sont vraiment pas à côté de notre... Et voilà. Et de nos pratiques aussi d'ailleurs. Bien sûr. En fait, vous êtes très satisfait de votre vie sexuelle parce que vous dites, Vincent, c'est comme une baguette magique qui relance le désir, en fait. Oui, il suffit juste d'imaginer. Oui. Et de construire une complicité, puis après, on peut tout imaginer, on se fait que du bien. Alors, Vincent, vous dites quand même que le candolisme est une drogue dure. Vous dites, quand on redescend, le reste a l'air fade, quand même. Hein. J'ai jamais eu de sexualité conventionnelle. Ouais. Une relation sans imagination et sans passage à l'acte, j'ai du mal à le concevoir. J'ai dépassé les limites, aisément, facilement. Ouais, je dépasse les limites, sans un problème éthique. Alors, quel est le truc le plus zéro limite
que vous ayez fait dans votre vie, Vincent? La nuit de noces, on l'a passée avec un complice, quand on s'est mariés. Donc ça peut paraître... Ah ben ça, je dois dire bravo. Là, je dois dire... la nuit de noces, là. Alors voilà, donc vous avez un site qui s'appelle candolisme.com, où tout le monde va être dans 5 minutes, je pense. Sur ce site, on voit en fait que c'est pas une chose récente. Il y a par exemple un tableau de Louis d'Orléans qui montre sa maîtresse. Alors ça, c'est au 19e siècle, évidemment. Oui. C'est intéressant, c'est évidemment quelque chose qui remonte au 8e siècle avant Jésus-Christ, mais qui a continué à travers tous les siècles jusqu'à aujourd'hui, quoi. Qui était caché, en fait, voilà. Masqué, mais ça se... Qui était masqué. Oui, oui, comme nous. Comme vous ce soir. Voilà, exactement. Bientôt, j'espère que nous pourrons parler du candolisme à la télévision sans masque. Et pour vivre heureux, vivons cachés. C'est un peu ce que j'ai. Ou couché, oui. J'aime beaucoup ce qu'a dit Vincent sur la tête. No limits dans le cerveau. No limits. Et alors, mon cher ami, pensez-vous qu'il y a un philosophe du candolisme? Ah non, les philosophes, en général, ils sont pas trop versés dans le texte. Non, on a un philosophe quand même qui existe, français, début du 19e, c'est Charles Fourier. Charles Fourier, le but, c'est d'inventer une société idéale, qu'il appelle l'harmonie, où tout le monde pourrait assouvir ses désirs, quels qu'ils soient. Philosophe de la partouze, le plan A3, le plan A4, il décrit les parties fines sous tous ses rapports. Et un philosophe allemand, encore moins attendu sur ce terrain-là, c'est Schopenhauer. Schopenhauer? Oui, le plus pessimiste. C'est un mec qui a une réputation de pessimiste. Voilà. Et bien Schopenhauer, dans un petit opuscule qui a été traduit, il raconte comment le ménage à 3, 2 hommes pour une femme, ce serait formidable. D'abord, 2 hommes qui ont des âges différents, un homme qui a un peu plus d'argent que l'autre, qui peut du coup être candoliste, qui peut regarder. Et donc Schopenhauer, la personne la plus acerbe qu'on connaisse dans la philosophie, en fait était un candoliste peut-être insoupçonné. Oui. Bravo, merci. On apprend des trucs grâce à mon sniper philosophique, Vincent Cespedes, mesdames, messieurs. Merci. Alors Marianne James, je rappelle, donc Miss Carpenter, qui va être en tournée dans toute la France dans quelques jours. Il y a un livre-disque qui s'appelle Tous au lit. C'est pour vos petits. C'est pour aider les parents à endormir les enfants. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'était Zéro Limite, l'émission des gens Zéro Limite. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire l'émission, à commencer par mon sniper philosophique, Vincent Cespedes, qui a su donner du sens à tous les témoignages que nous avons entendus ce soir. Merci à Nicolas Torrent, merci à Stéphane Simon, merci à Alexandre Pérez, merci à Nicolas Torchman, merci à Serge Calfon. Et attention, samedi à 19h sur C8, c'est Salut les Terriens. Cette année, pour Ardisson, tapez 8. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.